کنفرانس بین المللی پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پایان دادن به اشغال اشرف توسط نیروهای عراقی، تضمین حفاظت مجاهدان اشرف. 13 آوریل 2011 24 فروردین 1390. Madame la Présidente, Monsieur le Président de séance, collègues distingués, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande amertume que je prends aujourd'hui la parole devant vous. Car ces 34 morts, je suis persuadé qu'on aurait pu les éviter. Et je vais vous donner, après avoir entendu des interventions très engagées et très justes dans leurs propos, quelques éléments pour que vous jugiez vous-même pourquoi on aurait pu empêcher ces morts-là. C'était un meurtre annoncé. Depuis un an, la population d'Ashraf est soumise au bombardement acoustique, à une torture mentale que j'avais prévenu le responsable des Nations Unies comme étant adressé à affaiblir la capacité de résistance face à une attaque qui allait venir. Au mois de février, il y a eu déjà une amorce d'attaque physique. Mais figurez-vous que jeudi dernier, à 7h45, heure de Paris, mon téléphone sonne. De l'autre côté du fil, ce sont les Nations Unies à Bagdad qui me disent des blindés sont en train d'entrer à Ashraf par le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les Nations Unies à Bagdad ont prévenu de 7 entrées de blindés l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Royaume-Uni, la délégation de l'Union européenne, les forces armées américaines, les Nations Unies à Genève, les Nations Unies à New York. Ils sont informés que la veille, le mercredi, une représentation des Nations Unies était allée à Ashraf et il avait vu chez les résidents une psychose des massacres que les Nations Unies considéraient inacceptables. Une massacre à venir. Donc, à 7h45, toutes les institutions concernées étaient prévenues que l'attaque avait en fait commencé. Et l'information que j'ai reçue à 7h45 heure de Paris, c'est que les forces armées américaines étaient déjà en place aux environs d'Ashraf en tant qu'observateurs de ce qui s'est passé à la demande des Nations Unies et prévenus par les Nations Unies. Vers 10h, 11h du soir, toujours hors de Paris, je reçois un échange de courriers électroniques entre le département d'État des États-Unis et les Nations Unies, transmettant un câble d'un général irakien dont je ne connaissais pas le nom, en disant « Prévenez l'Organisation des Moudjahidines du peuple que les troupes irakiennes vont entrer dans le camp. » Donc, 11h du soir, le département d'État était prévenu de cette entrée. Le représentant des Nations Unies me dit « Je préviens tout le monde ». Il rappelle encore, secrétariat d'État, ambassade des États-Unis, ambassade du Royaume-Uni, délégation de l'Union européenne, Nations Unies siège à Genève, Nations Unies siège aux Nations Unies. Ce que je perçois, c'est qu'on se passe la balle de l'un à l'autre. Chacun regarde à l'autre pour faire quelque chose. Les Nations Unies, elles seules, par ces moyens, ne peuvent pas empêcher ce qui va être un massacre. Alors, ce que j'ai senti, c'est que les Nations Unies, les représentants des Nations Unies s'adressaient surtout au département d'État.
C'est-à-dire on s'attendait, on demandait une démarche diplomatique auprès des autorités de l'Irak pour un massacre qui était en train de s'avancer. À 7 heures du matin, le vendredi, heure de Paris, l'information que j'ai reçue toujours des Nations Unies, c'était il y a déjà 12 morts. Vers 9 heures du soir d'hier, les forces américaines se sont retirées d'Ashraf. Donc, à peu près, à l'heure où le général irakien annonçait qu'il allait entrer dans Ashraf, il l'annonçait au State Department, les forces américaines se retiraient d'Ashraf. Moi, en tant que juriste, je dois dire, et le cadre légal de ces faits-là, c'est la Convention de Genève, qu'ils ont reçue, n'est-ce pas? Ils se sont vus reconnus en juillet 2004, lorsque les États-Unis agissaient en Irak sous un mandat déjà du Conseil de sécurité. Une décision prise dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc juillet 2004, et une violation de la Convention de Genève, en termes de droit, c'est un crime de guerre. Donc c'est un crime de guerre qui a été commis à Ashraf vendredi dernier. Responsabilité directe, je crois qu'elles sont assez faciles à décerner. Je n'ai pas seulement des responsabilités directes, je laisserai à d'autres à chercher pour des responsabilités indirectes. Et je dois vous dire que ces responsabilités directes, elles sont déjà assez avancées. Quelques jours avant, il y a une Cour de justice au monde qui a accepté de faire ouvrir une recherche sur les faits qui succèdent à Ashraf depuis la première attaque en juillet 2009. Elle applique la Convention de Genève en conformité avec les engagements internationaux en signant cette convention par l'État espagnol. Elle applique également les principes du traité de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, d'après lesquels toutes les cours d'État, n'est-ce pas, se trouvent dans une position de complémentarité par rapport à ce qui est la responsabilité de la Cour pénale internationale pour poursuivre les crimes de guerre parmi d'autres crimes. Et c'est dans cette perspective et dans ce contexte légal qu'en mars dernier, la Cour espagnole a accepté d'élargir la plainte criminelle pour des responsabilités dans les faits à Ashraf, violation, donc crime de guerre, au seuil même du bureau du Premier ministre de l'Irak. Ce sont les plus hauts responsables du comité pour la fermeture de Ashraf, qui sont sous la directe autorité du Premier ministre de l'Irak, et ces personnes ont accepté leur inculpation. C'était en mars dernier. Avec les événements de la semaine dernière, c'est bien entendu le général qui commandait ces troupes qui va se voir inculpé pour sa complicité ou sa responsabilité avec les crimes de guerre qui a eu lieu, mais c'est également le Premier ministre de l'Irak. Il est protégé par l'immunité. Cette immunité d'être Premier ministre acting, n'est-ce pas, en fonction. Et nous sommes des champs de droit et nous le respectons, cette immunité. Mais cette immunité va avoir une date limite, le jour où il ne sera plus Premier ministre. Et à ce moment-là, il devra répondre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a ordonné et ce qu'il n'a pas fait pour éviter le massacre. Et je le dirai doucement, sans hausser la voix, c'est maintenant une question de temps que les mandats d'arrêt internationaux vont être délivrés à Interpol pour l'arrestation des personnes directement responsables du massacre d'Ashraf.
Ces mandats-là, bien entendu, seront disséminés par Interpol dans tous les pays du monde et on aura l'opportunité de voir à ce moment-là les besoins et la nécessité, encore une fois, de coopération internationale pour faire respecter l'application de la loi aux responsables de cette nature. Ashraf, bien entendu, c'est le centre de cette réunion et les morts sont notre premier souci. Rendre justice, c'est également notre première inquiétude. Mais Ashraf n'est pas un fait isolé. Et si on l'analyse dans son contexte, toutes les forces qui sont en train d'agir autour de ces massacres, on peut élargir le cercle. Et on pourrait se poser la question si ce fait isolément considéré ne fait pas partie de tout un réseau et de tout un contexte de circonstances internationales qui concerne plusieurs États et ne pas lui-même pour l'indice d'une possible menace à la paix internationale dans une autre dimension. Si cette réflexion, bien entendu, au point de vue des ressources légales pour y faire face, nous ferait regarder vers le Conseil de sécurité. Je crois qu'il faut commencer à réfléchir là-dessus et peut-être agir à temps afin d'éviter de nouveaux massacres à Ashraf et dans une autre dimension dans d'autres pays de la région. Merci.